Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 15 février. À la une, l'ouverture ce jeudi de la campagne de commercialisation de l'ANACAD avec un prix borchant de 500 francs CFA le kilogramme. Et puis l'annexe fiscale a été réaménagée. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres d'hier. Après le Conseil, le Premier ministre face à la presse, Amadou Gon Coulibaly, a parlé de l'annexe fiscale, du budget, de l'incivisme, de la corruption, de l'endettement, le bilan de l'action gouvernementale dans ce 13 h également. Et quelques heures après la démission de Jacob Zuma, les réactions sont partagées en Afrique du Sud. Les réactions vont de l'amertume au soulagement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous dans ce 13 h du 15 février. Ce jeudi 15 février, donc, s'ouvre la campagne de l'ANACAD. Le prix du kilogramme borchant est fixé à 500 francs le kilogramme contre 440 francs CFA le kilogramme en 2017. Décision des ministres du Conseil des ministres d'hier qui a aussi annoncé le réaménagement de l'annexe fiscale. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulay. La campagne de commercialisation de l'ANACAD pour l'année 2018 s'ouvre ce jeudi 15 février. Le prix plancher au kilogramme tel que fixé par le Conseil des ministres ce mercredi, dans le cadre de cette campagne, s'élève à 500 francs CFA. L'ouverture de la campagne 2018 de la commercialisation de la noix de cajou est fixée au 15 février 2018, avec les prix planchers suivants. Prix plancher obligatoire, 500 francs CFA par kilo pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Je rappelle que le prix pour la campagne 2017 était de 440 francs. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 525 francs CFA le kilo et le prix plancher magasin portuaire est fixé à 584 francs CFA le kilo. En outre, le Conseil des ministres a donné son accord pour l'organisation de la 3e édition du CIETA qui se déroulera cette année du 8 au 10 novembre sur le thème « Transformation de l'ANACAD, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine ». Au cours de ce conseil, la question de l'annexe fiscale n'en a pas été moins une préoccupation. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, toutes les mesures prises à cet effet rentrent en vigueur sans délai. Sur instruction du président de la République, le gouvernement et les représentants des opérateurs économiques se sont réunis à plusieurs reprises, le 19 et 24 janvier 2018, afin de révisiter et lever les incompréhensions sur certaines dispositions de l'annexe fiscale de la loi de finances portant budget de l'État de l'année 2018. À l'issue de ces échanges, des points de convergence portant sur la suppression et l'aménagement de certaines dispositions controversées ont été retenus. Cette ordonnance modifie donc l'annexe fiscale en vue de prendre en compte les conclusions de ces échanges. Ainsi, ont été abrogées notamment les dispositions relatives à l'institution de la taxe sur les transferts d'argent, à l'aménagement sur l'impôt synthétique et au relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire. Un élément nouveau qu'il convient de porter à votre connaissance, c'est l'institution par la nouvelle annexe fiscale d'un droit unique de sortie, d'EIS ad valorem, de 10% sur le prix CAF de la noix brute de cajou exportée. Aussi, dans le souci du bon fonctionnement de la Troisième République, la mise en œuvre du Sénat, qui doit passer par des élections, a-t-elle été évoquée à cette rencontre? Le Conseil a adopté une ordonnance relative à l'élection des sénateurs, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance est une étape décisive dans la mise en place du Sénat, étape, comme vous le savez, importante du changement institutionnel consacré par la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016. La prise de cette ordonnance ouvre ainsi la voie à l'organisation de l'élection des sénateurs, cela en vue de permettre l'entrée en activité du Sénat dans la période constitutionnelle prescrite. À noter pour finir les mesures pratiques et de sensibilisation que le gouvernement entend prendre pour faire face à la menace de la fièvre de Lassa, qui a déjà fait des victimes dans certains pays de la sous-région,
ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux incendies récurrents des marchés en Côte d'Ivoire. Et hier, après le Conseil des ministres, le Premier ministre était face à la presse. Il s'agissait pour lui de revenir aussi sur l'annexe fiscale qui domine l'actualité ces dernières semaines. Le Premier ministre a aussi abordé les questions du budget de l'État, de l'endettement. Sur le sujet, Amadou Gon Coulibaly a fait ses précisions. Les concitoyens peuvent être rassurés sur la bonne gestion de l'endettement. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Il était attendu sur la délicate question de l'annexe fiscale 2018 qui avait suscité une levée de boucliers des PME et grandes entreprises. Le Premier ministre ne s'est pas dérobé. Amadou Gon Coulibaly a annoncé à l'entame de son propos liminaire qu'un consensus a été trouvé avec le secteur privé. La version amendée de l'annexe fiscale 2018 a été adoptée ce jour en Conseil des ministres par ordonnance du chef de l'État et rentrera en vigueur jeudi 15 février 2018. Les points d'accord obtenus dans le cadre de cette annexe fiscale 2018 révisée portent sur les taux des droits d'assises sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées, le tabac, ainsi que la taxe sur les transferts d'argent. Le secteur privé s'est réjoui de ce dénouement heureux. Nous sommes satisfaits déjà par rapport à l'esprit de partenariat qui prévaut entre le gouvernement et le secteur privé. Monsieur le Premier ministre l'a indiqué, nous avons poursuivi les discussions de façon tout à fait franche et le gouvernement a été attentif à nos arguments et nous avons trouvé des compromis. Autre question de l'actualité économique qui n'a pas manqué au cours de cette conférence de presse, le renouvellement du parc auto et la limitation d'âge imposée aux véhicules. Pour ce qui est de la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés, il faut comprendre qu'il s'agit d'une réforme qui a pour objectif d'assurer à nos concitoyens le confort et la sécurité au cours de leur déplacement et ainsi de renforcer la lutte contre l'insécurité routière et les accidents. S'agissant du renouvellement du parc automobile, contrairement à ce qui se raconte, je veux insister sur le fait que le gouvernement ne prévoit pas de remplacement forcé et systématique de tous les véhicules, notamment ceux affectés au transport public de voyageurs et de marchandises, parmi lesquels les BACA. Il s'agit plutôt d'une adhésion volontaire des acteurs du transport routier. À ce titre, les entreprises de transport routier désireuses d'adhérer à ce programme sont invitées à prendre attache avec le Fonds de développement du transport routier, FDTR. Le Premier ministre a tenu également à apporter des éclairages sur le budget de l'État ainsi que sur le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Les ressources intérieures de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017. Et ces ressources couvrent nos dépenses salariales. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, notre pays demeure bien en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70%, et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Gouvernance, lutte contre la corruption, conditions de vie des Ivoiriens, futurs projets d'infrastructures économiques, ainsi que l'emploi des jeunes, tels sont les autres points sur lesquels Amadou Gon Coulibaly s'est apaisanti au cours de cette conférence de presse. Le Premier ministre est resté optimiste quant à l'avenir de l'économie ivoirienne, dont la croissance est estimée à 7,6% en 2017. Et justement, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire en 2017 est de 7,6%. Le Premier ministre qui a aussi parlé de l'amélioration des conditions de vie des populations, de l'emploi. Ici, Alexis Ouedraogo revient sur d'autres aspects de cette rencontre avec la presse. Amadou Gon Coulibaly face à la presse, une centaine de journalistes nationaux et internationaux. Le Premier ministre insiste sur un engagement, celui de renforcer l'action gouvernementale pour améliorer les conditions de vie des populations.
Renforcement des infrastructures hospitalières et de la protection sociale avec la couverture maladie universelle pour une enveloppe de 577 milliards de francs CFA. Réhabilitation, rénovation et extension du réseau de distribution d'eau, précisément à l'intérieur du pays. Électrification des villages de plus de 500 habitants d'ici 2019. Construction de 10 000 logements en 2018. Amélioration du transport abidjanais et renforcement de la lutte contre la vie chère. Autant d'investissements pour que l'Ivoirien se sente bien chez lui. Nous pouvons tous, au niveau des Ivoiriens, avoir foi à l'avenir de notre pays. Les ingrédients sont objectivement réunis pour assurer à notre pays le développement qu'il mérite, le progrès qu'il mérite, pour assurer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens des conditions de vie qui s'améliorent tous les jours. Entre autres sujets importants de ce rendez-vous, l'emploi, notamment celui des jeunes. Amadou Gon Coulibaly annonce de grands projets de développement qui devraient profiter à la jeunesse. Parmi eux, le métro d'Abidjan, dont plus de 33% des travaux devraient être exécutés par des entreprises locales. La grande bataille que nous avons décidé de mener sous l'autorité du président est celle de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Nous pouvons le faire, nous en avons les capacités humaines, nous avons les fondamentaux économiques pour le faire et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir. Et pour renforcer les capacités humaines, assurer l'adéquation formation-emploi et faciliter l'insertion des diplômés, plus de 18 établissements techniques et professionnels vont voir le jour et 23 autres anciens établissements être réhabilités. Le chapitre politique n'a pas été ignoré. Sur les critiques enregistrées contre la CEI, la Commission électorale indépendante, le chef du gouvernement se veut clair. Le président de la République a décidé qu'il y ait un dialogue politique. Bon, ça, il se fera. Mais sachez que la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, à la date d'aujourd'hui, est le fruit d'un consensus politique entre tous les acteurs politiques avant les dernières élections présidentielles, et cela a été fait avec le NDI ici en Côte d'Ivoire qui a rencontré tous les acteurs. Et quand on lui demande s'il aurait des ambitions pour les prochaines échéances électorales, Amadou Gon Coulibaly répond: Je suis concentré sur ce que le président de la République m'a confié. J'ai toujours été concentré sur les missions qu'il m'a confiées et je ne me déroberai jamais de cette logique de faire le job pour lequel il m'a choisi. Aujourd'hui, je suis en train de travailler, je vous ai expliqué. Je peux vous dire qu'il y a du boulot, vous avez bien entendu qu'il y a du boulot. Alors c'est ce que je vais faire. 1h30, c'est le temps qu'aura tenu cette conférence. Rendez-vous est donné pour un nouveau bilan dans quelques mois. Nous allons parler du travail des enfants. Dans les mois à venir, une enquête sera réalisée sur le travail des enfants pour comprendre la situation en Côte d'Ivoire. C'est le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail et le département du travail des États-Unis qui envisagent de lancer cette étude pour aboutir à des résultats fiables. Les deux parties réfléchissent ensemble en ce moment à la méthode à appliquer. Mahama Traoré pour plus de détails. La dernière enquête réalisée en 2013 n'avait pas réussi à faire la distinction entre les enfants effectuant des travaux socialisants et ceux réellement victimes des travaux dangereux dans la cacaoculture. Une situation déplorée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. La présidente du CNS émet le vœu que l'enquête qui sera réalisée par nos amis de Nord très bientôt répondre entre autres aux questions suivantes. Qui sont les enfants travailleurs dans les champs de cacao? D'où viennent-ils? Travaillent-ils dans un cadre familial ou sont-ils des victimes de la traite? Sont-ils régulièrement scolarisés ou sont-ils déscolarisés? Effectuent-ils des tâches socialisantes? Combien sont-ils en réalité et dans quelle région se trouvent-ils majoritairement? C'est le département Nord de l'Université de Chicago aux États-Unis qui va conduire l'enquête 2018-2019 sur le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Avant de mener l'enquête, l'opérateur est venu soumettre sa méthodologie à la partie ivoirienne. L'enjeu est d'aboutir à des résultats objectifs. Au terme de nos travaux, nous devrons disposer d'un cadre conceptuel, de variables,
d'indicateurs de mesure du travail des enfants, d'un plan d'échantillonnage, d'une base de sondage, d'une méthode de calcul et d'un plan d'analyse de données qui soit intelligible pour tous et qui soit clairement défini. L'enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture en est à sa 3e édition. Financée par le département du travail des États-Unis, elle est réalisée tous les 5 ans dans le cadre du protocole Harkin-Engel de 2001, visant à réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture d'ici à 2020. En santé, parlons d'hypertension artérielle, du diabète et du glaucome. Ce sont 300 personnes, des habitants de la ville de Daoukro, dans le Ifou, qui ont été dépistées gratuitement. C'est une initiative d'une association religieuse et du district sanitaire de Daoukro. Franck Kouadio. Maladie où la force du sang contre les parois artérielles est trop élevée. L'hypertension artérielle, mais aussi le diabète, groupe de pathologies traduit par un taux élevé de sucre dans le sang, sans oublier le glaucome, maladie oculaire pouvant causer la cécité. Ces 3 pathologies sévissent tant en zone urbaine que rurale. À Daoukro, une séance de dépistage est organisée par une association religieuse, le ministère de l'Éternel Dieu des armées de Jésus-Christ, soutenu par des équipes médicales du district sanitaire de Daoukro. Des populations satisfaites à l'image de leurs représentants à l'hémicycle. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. L'arrivée de la caravane et de la GCI qui, n'est-ce pas, dans une dynamique de sensibilisation, de louange de Dieu, joint l'utile à l'agréable en allant vers les populations, en leur donnant un peu de sourire à travers une bonne santé. 300 personnes dépistées pour ces 3 pathologies. Elles ont été orientées pour une meilleure prise en charge vers les structures sanitaires de la région. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, rend visite aux personnes qui ont bénéficié de prêts dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Objectif, se rendre compte de leur réalité quotidienne et de voir de près ce que ces jeunes ont entrepris pour se prendre en charge. Isayo. Seka est coiffeur à Atekoubé depuis quelques années. Grâce au prêt de l'agence Emploi Jeunes, à travers son opération Agir pour les jeunes, il a pu améliorer son cadre de travail. Quand nous sommes entrés dans la crise de 2002, j'ai eu un problème ici, donc l'atelier est resté fermé. Donc bon, je coiffais un peu partout chez les gens, fait des petits contrats et on a reçu un appel de l'emploi jeune. C'est ainsi que je me suis lancé dedans. Et bon, avec ça, j'ai reçu un prêt pour relancer mon activité. Aujourd'hui, il est soulagé. Il ne lui reste que 30 000 francs CFA à rembourser dans les 300 000 francs CFA de prêt que l'État lui a accordé. Compte tenu de la situation de décembre, qu'on n'a pas eu de courant ici, il y avait un problème de courant ici, donc on ne va plus travailler. Mais je sais que j'ai déjà presque payé tout l'argent déjà, ça reste un peu. Son cadre décent de travail, une satisfaction pour sa clientèle. Bon, ce qui m'amène à me coiffer, c'est toujours, d'abord, c'est le cadre. Et puis l'accueil envers les clients. Puis bon, c'est le salon le plus proche de chez moi aussi. Comme lui, ils sont nombreux, les jeunes Ivoiriens, qui bénéficient de ce projet. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, fait le tour de quelques bénéficiaires à Atekoubé, Yopougon et Lokodjro. Pour le moment là, oui, ça avance. J'ai fini de solder tout et je compte me rendre là-bas encore. Avant, je payais la marchandise pour revendre. Maintenant, moi-même, je produis la marchandise. Avant, j'étais seule, mais aujourd'hui, grâce à ce prêt, j'ai pu embaucher 2 personnes. Sidi Touré salue l'effort des bénéficiaires pour la réussite de leur entreprise. L'entièreté de la ressource qui a été prêtée aux jeunes est à pratiquement 70% de remboursement. L'État a reconstitué les 3,6 milliards et est prêt maintenant à repartir dans une seconde phase de l'opération Agir pour les jeunes. L'opération Agir pour les jeunes a démarré en 2015. En 3 ans d'existence, elle a permis à plus de 8000 jeunes d'être responsables d'entreprises pour un financement global de plus de 4 milliards de francs CFA.
La Tunisie expose ses opportunités d'études. La première édition a consisté à présenter les offres d'études tunisiennes aux étudiants vivant en Côte d'Ivoire. Cet événement intervient dans le cadre du programme d'action 2018 de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Nadia Edja et Jean-Luc Bangbo. Ces journées ont pour objectif d'informer les étudiants sur les potentialités qu'offre la Tunisie dans le secteur de l'enseignement supérieur. Pour cette première édition, l'engouement est total. Nous avons besoin de prendre connaissance des opportunités qui nous ont offertes ailleurs et essayer de voir si cela peut être adapté à notre formation. Des moyens sont mis en place pour faciliter cette coopération et favoriser une grande immersion d'étudiants ivoiriens en Tunisie. Je rappelais dans mon discours tout à l'heure que la Tunisie offrait 550 bourses pour 35 pays africains, dont 100 réservées uniquement à la Côte d'Ivoire. Et nous voulons renforcer davantage notre place en tant que partenaire dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur. La Tunisie dispose d'un système éducatif de qualité reconnu dans le monde. Un ratio d'un enseignant pour 12 élèves et plus d'une centaine de spécialités enseignées. Lors de ces journées, les étudiants ont échangé avec les représentants d'établissements présents sur les stands. Une initiative vivement encouragée par l'État ivoirien. Vous connaissez l'expertise dont regorge la Tunisie en matière d'enseignement supérieur. Donc c'est sur ce modèle-là aussi que nous voulons nous appuyer pour développer le marché du travail ivoirien. La Tunisie est la 4e destination pour les étudiants ivoiriens. À ce jour, 450 jeunes ivoiriens y effectuent leurs études et environ 200 s'inscrivent chaque année. Au plateau, la gare lagunaire de la Société des transports abidjanaise s'est affaissée hier. C'était un spectacle de maison penchée. Les responsables de la SOTRA qui ont constaté les faits ont annoncé la délocalisation de la gare lagunaire sur un nouveau site pour travaux. Fidèle Aigné et Franck Quadio. Si les lève-tôt ont pu regagner à temps leur destination, ceux du début des journées vers 9h l'ont constaté. La plateforme flottante de la gare lagunaire SOTRA au plateau s'est affaissée. Bon, ben j'ai peur quoi. Je viens de trouver que oui, c'est penché. Je me suis dit, bon, ok, je vais me débrouiller pour aller sur l'autre côté. C'est dommage, sincèrement, c'est dommage. Puisque ça va causer beaucoup de désagréments, surtout aux élèves qui se déplacent. Mais pour les responsables de la SOTRA venus faire le constat, la situation s'explique. La raison, c'est que c'est une plateforme flottante. Donc elle a été conçue sur un caisson qui est compartimenté, dans lequel se trouve du liège, de sorte que ça puisse flotter. Et nous sommes dans une zone qui est une espèce de cuvette. Quand les salades d'eau, les salades s'accumulent autour et aussi s'infiltrent en dessous. Ces salades-là, en se décomposant, produisent du gaz. Ce gaz qui se décompose là, a attaqué le dessous de la plateforme. Et donc des micro-fissures se sont produites. Malheureusement, à travers ces micro-fissures-là, l'eau s'est infiltrée. Et Dieu merci, comme la plateforme est compartimentée, l'eau n'est pas allée partout. C'est pour ça qu'on voit que ça a affaissé d'un côté. Dans le côté où l'eau s'est infiltrée, ça a créé un déséquilibre. Une solution transitoire, cependant, a été trouvée. L'activité a été momentanément interrompue. Aux environs de 16 heures, ça a repris parce que le PCA de la société Aqualine C30 a bien voulu nous permettre d'utiliser ces quais. Donc on a nos clients qui ont nos cartes de bus, ils peuvent aller sur ce quai-là, emprunter nos bateaux-bus. On a déjà commencé à sécuriser à peu près ce soir. Et d'ici lundi, je pense que la gare devrait être opérationnelle. Mais pour les autres quais du réseau lagunaire SOTRA, pas d'inquiétude, ce type d'événement ne pourra subvenir. C'est la seule gare qui est flottante. Les autres gares, ce sont des gares qui sont conçues sur le sol, donc il n'y a aucun souci. L'affaissement de la plateforme flottante, notons-le, n'a fait aucune victime. Au niveau des médias, www.pressecote-d'ivoire.ci, c'est le nouveau portail numérique de la presse ivoirienne. Il a été lancé par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, Frédéric Oulaï et Ami Sissoko. La presse ivoirienne a son portail numérique, www.pressecote-d'ivoire.ci.
Cette première vitrine numérique entend faciliter l'accessibilité des journaux aux lecteurs de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ça va être un journal numérique, comme on le dit. On va vendre du contenu. Et on va vendre du contenu au quotidien. Et ça va être l'information en continu qui va être servie sur ce numérique. Nous avons pris la disposition, nous avons fait du recrutement, nous allons aussi essayer donc de poser des balises pour éviter d'échapper à un certain nombre de difficultés. En Côte d'Ivoire, les internautes sont estimés à plus de 17 millions. Le numérique se positionne alors comme une des solutions aux problèmes qui minent la presse ivoirienne selon le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Nous avons été instruits par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire en sorte que la presse ivoirienne se renforce, de faire en sorte que nous ayons en Côte d'Ivoire une presse qui soit responsable et de faire en sorte que nous ayons dans le même temps une presse qui soit libre et qui soit indépendante. Vous voyez, nous travaillons donc sur toutes ces facettes pour que notre presse puisse s'exprimer complètement. Et nous pensons là que c'est une solution qui peut contribuer à cela. Sur ce portail, la titrologie est gratuite. Pour avoir accès au contenu d'un journal, il faudra débourser 200 francs. La transition de la presse vers le numérique doit permettre un rapprochement entre la presse écrite et sa clientèle. Le ministre Bruno Nabagné-Koné appelle à cet effet les acteurs à plus de professionnalisme. Au niveau de la coopération Côte d'Ivoire-Russie, les diplomates des deux pays renforcent leur collaboration. C'était à l'occasion de la journée de la diplomatie. Olivier Iriebi et Sidonie Davilawaka. L'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire et l'Association des diplomates ivoiriens à la retraite, désormais unis avec l'Association des diplomates russes. Une collaboration qui a sa raison d'être selon les différents acteurs engagés dans cette coopération dans l'intérêt de leurs pays respectifs. Nous avons signé ce matin avec nos collègues russes un accord d'amitié, d'échange et une forme de coopération. Il était bon qu'au niveau des acteurs, je dirais de premier niveau que sont les diplomates, puissions avoir cette interaction pour nous permettre de faciliter certaines choses par la suite au niveau de la coopération entre nos deux États, qui est d'ailleurs très excellente. L'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire est une structure qui est très dynamique et qui a beaucoup de potentiel. Et on va accomplir beaucoup de choses. On va créer un partenariat fort. L'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire soutient que cet acte va raffermir davantage les relations diplomatiques entre les deux pays. Je crois que cette coopération est dynamique, bien que nous avons quand même un grand potentiel, notamment dans le domaine économique. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais si cette volonté politique qui est manifestée se concrétise, nous avons, je crois, beaucoup de bons projets à réaliser. Instituée par un décret présidentiel de la Fédération russe en 2002, la fête professionnelle de la diplomatie est l'expression de la reconnaissance publique de la profession de diplomate et de l'importance de la politique extérieure du pays. En Afrique du Sud, pour terminer, les réactions sont partagées après la démission du président Zuma. C'est la fin d'un feuilleton qui tenait en haleine les Sud-Africains. Les réactions vont de l'amertume au soulagement. Jacob Zuma a finalement cédé sous la pression de son parti, l'ANC. Regardez. Sans surprise, Jacob Zuma a démissionné de son poste de président de la République d'Afrique du Sud. Sous la pression de son propre parti, l'ANC, le désormais ex-chef de l'État accusé de corruption a fini par céder le pouvoir mercredi soir, mettant ainsi un terme à 9 ans d'exercice à la tête du pays. Aucune vie ne doit être perdue en mon nom. De même, l'ANC ne doit pas se diviser à cause de mon nom. J'ai donc pris la décision de démissionner en tant que président de la République avec effet immédiat. C'est donc la fin de plusieurs semaines de négociations entre le président Zuma et des leaders de l'ANC. L'allocution de Jacob Zuma a été retransmise en direct à la télévision. Les Sud-Africains ont applaudi son départ.
C'est un grand jour pour notre pays aujourd'hui. On se bat pour ce que Madiba nous a légué. Et c'est un jour extraordinaire pour notre pays aujourd'hui. Allons de l'avant, que ce soit l'ANC ou un autre parti politique, mais c'est un grand jour pour notre pays. Nous sommes très heureux. C'est carrément la meilleure nouvelle de l'année. Nous avons attendu ce moment. Je suis très heureux qu'il ait démissionné et il a eu de la chance parce que demain, il aurait passé un vote de confiance. Peut-être que maintenant, le pays va aller mieux. La lettre de démission de Jacob Zuma a été reçue ce jeudi par le Parlement. Ce même jour, Cyril Ramaphosa, actuel président de l'ANC, devrait être investi pour succéder à Zuma. Voilà, merci de votre fidélité. Retrouvez le journal télévisé de 13h sur l'application RTI Mobile et sur notre site web rti.ci. On se retrouve donc à 20h.